Oui, une très courte réponse. D'abord, sur la question de l'emploi, il est évident que ça ne se décrète pas, comme pour la relance de l'économie. Par contre, ce dont on est certain, c'est qu'on n'obtient rien quand on n'essaye pas. Or, je ne crois pas avoir vu ces dernières années de tentatives d'un quelconque gouvernement de véritablement créer l'emploi. Au contraire, en défiscalisant les heures supplémentaires, comme vous l'avez vu il y a quelques années maintenant, on a créé une situation où lorsqu'il y a de l'emploi potentiel, on le tue en faisant en sorte que ceux qui ont déjà un emploi travaillent plus, plutôt que d'embaucher ceux qui potentiellement pourraient en avoir un. Et par conséquent, oui, c'est pas si simple que ça de décréter la création d'emplois. Néanmoins, on sait qu'on a un certain nombre de leviers. On sait que notamment, quand on décrète avec la construction de logements de façon massive, ça nécessite des centaines de milliers de personnes, et la création de logements, le bâtiment de façon générale est un vivier d'emploi extrêmement fort qui n'est absolument pas activé aujourd'hui. Il y a énormément de propositions. On a créé plus de finir simplement. J'ai une rapide réponse avant de laisser la parole à nos animateurs. Sur la question de l'emploi, je ne m'étends pas parce que c'est un sujet à part entière, mais vous pourrez trouver des propositions nombreuses sur le site des spécialistes. La deuxième question, c'est sur la question, on a décidé de ne pas baisser les pensions. Bien sûr que si. À partir du moment où vous décidez d'augmenter le nombre d'annuités, c'est-à-dire le nombre d'années travaillées pour pouvoir avoir une retraite à taux plein. Et à partir du moment où vous demandez un effort tel, vous demandez aux gens de travailler prochainement à plus de 41 annuités et demie, et vous savez qu'ils ne peuvent pas, puisque la réalité du marché d'emploi aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas, la moyenne est de 36 ou 37 annuités. Par conséquent, lorsque vous dites, pour avoir la même somme, vous devez travailler 2 ans de plus, mais que les gens ne peuvent pas, le seul effet concret et immédiat que ça aura, c'est que les pensions vont baisser. Est-ce que quelqu'un a une idée de la pension de base moyenne? 600 €. C'est faux. Alors, c'est en dessous du... Le minimum vieillesse est de 709 €. La pension moyenne est au-dessus du salaire moyen. Je parle de la pension de base. Oui, c'est la pension. D'accord, tu peux donner effectivement les chiffres qui ne correspondent à rien. Ce que touchent les Français. Le minimum vieillesse, c'est 709 €, c'est le minimum qu'on peut toucher. Donc quand tu dis de base, effectivement, c'est les calculs à 2 balles, c'est juste pour... C'est des trucs pour essayer de mettre de la fumée, qu'on ne comprenne pas les choses. Malheureusement, effectivement, il y a 600 000 Français qui sont dans une situation difficile. Ceux-là, ils ont au minimum 709 €. C'est pas beaucoup, mais c'est le minimum. Donc il n'y a pas de pension de base. En dessous, c'est 609 €, c'est le minimum. Et après, le salaire, le revenu moyen des retraités, il est effectivement, il y a des vraies disparités, mais il est plutôt supérieur au salaire moyen des actifs. Donc il ne faut pas non plus jouer Cosette. Le salaire moyen des retraités est de 50 € supérieur au revenu moyen des actifs. Donc, il y aura un quart d'heure de questions à la fin pour les participants. Histoire qu'on ait bien le temps de débattre, d'essayer d'abord les débattre entre eux. Merci beaucoup. Alors, Pierre Dvoretsky, on voulait un petit peu savoir la situation en Europe des autres pays concernant la réforme de retraite. On sait que ça a changé à peu près dans tous les pays frontaliers, tels qu'en Espagne, en Allemagne, en Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez en dire par rapport à la réforme française? Est-ce que c'est vraiment la réforme la plus dure d'Europe en France? Oui, mais il y a différents éléments à prendre en compte. D'abord, le fait que le taux de chômage en France est particulièrement fort. Par conséquent, on part dès le départ avec un handicap qui est extrêmement important. Pourquoi est-ce que c'est la réforme la plus dure? On entend dire partout qu'on va repousser en France, dès 2018, le départ légal à taux plein à 67 ans, et que c'est une réforme qui est engagée en Espagne par... le socialiste qui est au pouvoir. La réalité, c'est que aujourd'hui, le taux de départ légal ailleurs en Europe est de 65 ans, qu'il s'agisse de l'Espagne, qu'il s'agisse de l'Angleterre, qu'il s'agisse de l'Allemagne. Que le fait de repousser à 67 ans en Espagne est une mesure qui n'entrera pleinement en effet que vers 2027-2028. Et par conséquent, en France, on va aller beaucoup plus loin que les autres. D'abord parce qu'on va le faire plus tôt, mais deuxièmement, on vient de parler des annuités dont vous avez besoin, vous savez, pour partir à taux plein. Or, ces annuités sont extrêmement fortes en France. On est à 40 ans, on va passer à 41 annuités et demie. Elle est de 35 ans en Allemagne, elle est de 35 ans en Espagne, elle est de 30 ans en Angleterre. Et par conséquent, et c'est ça pour ça que c'est extrêmement vicieux, c'est-à-dire que vous avez d'un côté ces deux bornes qu'il ne faut pas confondre.
c'est-à-dire le départ à l'âge légal, le droit que vous avez de partir à la retraite avec une retraite qui sera amputée parce que vous n'aurez pas pu cotiser assez, et vous avez d'autre part le départ à taux plein. Ça n'existe pas ailleurs il n'y a que le départ à taux plein, et en France on a ce système extrêmement pervers d'annuité qui fait que parce que vous ne pouvez pas avoir vos annuités, vous aurez forcément une retraite plus basse. Alors, juste pour donner les chiffres, hein, parce que il y a toujours... Ça, c'est les arguments qu'on connaît bien. Effectivement, aujourd'hui, en Allemagne, c'est 35 ans de cotisation pour un départ à la retraite à 65 et 67 ans. Sauf qu'il y a eu aussi une réforme, et que ce que nous dit pas, et ce que nous ont pas dit les socialistes pendant tout le débat, c'est qu'on passe de 35 ans à 45 ans de durée de cotisation en Allemagne, et pas 40 ans et demi. Donc je suis pas sûr qu'on ait la réforme la plus dure. On passe de la même façon au Royaume-Uni, effectivement c'était 30 ans, mais eux aussi ont les mêmes problèmes que nous, et ils vont passer à 41 ans et demi l'année prochaine. Donc eux, ils font un effort où la durée de cotisation augmente de 11 ans et demi, pas de 4 mois par an. C'est un petit peu différent. Donc ce discours disant qu'on est les seuls à faire à des efforts très importants, alors que finalement tous les autres pays d'Europe ont commencé à faire des réformes parce qu'on est tous touchés. Tous les pays occidentaux touchés par le vieillissement des populations sont face à ce problème-là. D'ailleurs, pas seulement les pays occidentaux, puisque la Chine aussi est dans une situation assez comparable avec un système très différent. Mais avec le même problème de vieillissement et le même problème de non-renouvellement des générations qui leur pose des problèmes de retraite importants. Donc il faut effectivement regarder autour de nous. Tout le monde a fait ces efforts-là. Ces efforts ne sont pas des efforts qui peuvent effectivement être très populaires, mais je crois que la réforme qu'on a mise en place, c'est une réforme qui a le mérite de donner un peu d'oxygène, qui sera d'ailleurs, quand on regarde les réformes qu'ont fait les autres pays, peut-être pas assez exigeantes. Et quand on dit pas assez exigeante, c'est ce que nous on a regretté. Ça veut dire tout simplement que dans quelques années, on risque de se retrouver encore dans une situation où c'est notre génération qui aura réglé les problèmes. Donc plutôt que de retarder toujours indéfiniment et de laisser en gros la génération qui est en grande partie responsable de la situation actuelle partir à la retraite tranquillement, notre génération a intérêt à leur demander des comptes aujourd'hui, parce qu'une fois qu'ils seront à la retraite, effectivement, eux ne cotiseront plus. Rapidement. Une très très courte réponse pour dire que les chiffres avancés par mon partenaire de débat sont parfaitement vrais, mais encore une fois, la question qui se pose, c'est à partir de quand est-ce que ces mesures rentrent en application, et c'est ça qui fait toute la différence avec les autres réformes. Et deuxième point, comme dit précédemment, compte tenu de la situation de l'emploi des seniors, ce ne sont pas des solutions pour autant. Alors ça aussi, la question de l'emploi des seniors, c'est une question où on a vu dans tous les autres pays européens, parce que c'est une question qui est assez compliquée à expliquer, mais au moins l'expérience donne des bonnes solutions, donne des bonnes réponses. Effectivement, on a dans tous les pays un emploi des seniors qui diminue à l'approche de l'âge de la retraite. Par contre, dès lors, en fait, tout simplement, parce que c'est un raisonnement de beaucoup de chefs d'entreprise, quand ils sont en situation difficile et qui se disent que la personne est bientôt à la retraite, c'est plus facile de s'en prendre à elle plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Par contre, dans tous les pays où on a augmenté, où on a retardé l'âge de la retraite, on a du même coup et dans la même proportion augmenté la durée de temps de travail. Et en fait, quand on retarde l'âge de départ de la retraite de 2 ans, il y a de fortes chances qu'on retarde aussi l'âge de départ de l'emploi dans les mêmes proportions. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ce qui s'est passé aussi en Espagne. Si vous pouvez répondre, peut-être, Pierre Doroski. Non, de toute façon... Mais alors, juste, Olivier Vial, cette réforme concerne plutôt un encouragement à l'embauche des seniors, l'embauche des jeunes. Cette réforme, c'est là aussi, c'est un faux débat, cette réforme concerne les retraites, et pas du tout ni l'emploi, ni l'embauche des seniors ou des jeunes. Et il y a eu effectivement un problème dans la manière dont ça a été présenté, et surtout une volonté de faire croire que l'emploi, le marché de l'emploi, c'était une sorte de gâteau qu'on se partageait, et que du coup, quand on demandait à des seniors de travailler, ça allait causer du tort aux jeunes qui pourraient avoir moins d'emploi. Ce discours-là, à la fois il est économiquement faux, mais il est surtout le même discours que le Front National avait il y a une dizaine d'années, en disant si on donne de l'emploi aux immigrés, il y aura moins d'emplois pour les Français. Aujourd'hui, la gauche a repris le même argument, si on donne des emplois aux seniors, il y aura moins d'emplois pour les jeunes. C'est économiquement faux, et c'est d'une bêtise qui a d'ailleurs fait que dans certains cortèges, on a des slogans qui, si on avait remplacé le mot senior ou vieux
immigrés, la halte aurait été saisie, puisqu'on a eu un racisme anti-vieux qui s'est monté dans certains, notamment dans certaines manifestations lycéennes, qui étaient assez désastreuses. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que je suis d'accord sur ce point de vue-là, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas admis qu'on puisse dire que les vieux piquaient les emplois des jeunes. Je trouve cet argument effectivement frontiste, et c'est exactement la même référence que j'avais pour le désigner. Je regrette d'ailleurs que certaines lois de gauche aient pu l'avancer, parce que ça ne me paraît pas très cohérent.